Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et aujourd'hui nous allons faire une session en live du code de la route. J'ai divisé la session en deux parties distinctes, donc les 20 premières questions porteront sur le thème des notions diverses et les 20 suivantes porteront sur le thème prendre et quitter son véhicule. Donc toujours pareil, si vous avez la moindre question ou le moindre commentaire, n'hésitez pas donc à les mettre en commentaire. Je ferai 2 pauses pendant la session pour pouvoir y répondre. Bien, donc nous allons commencer avec le premier thème qui s'intitule Notions diverses. Alors, première question. Ma distance de sécurité avec le véhicule qui me précède est, donc réponse A, suffisante, réponse B, insuffisante. Je ralentis, oui, réponse C, ou non, réponse D. Allez, je vous mets la photo en grand, hop. Alors, pour circuler dans un tunnel, vous pouvez vous aider de repères pour garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule de devant, avec le véhicule qui me précède. Sur cette photo-là, donc les repères que l'on va prendre, ce sont les chevrons. Donc vous en avez un ici, les chevrons de sécurité, et vous en avez un deuxième un peu plus loin. Donc s'il y a 2 chevrons de sécurité entre moi et la voiture de devant, c'est que ma distance de sécurité est suffisante, elle est bonne. En plus des chevrons, souvent dans les tunnels, on peut avoir aussi des diodes, des petites diodes bleues qui sont souvent implantées voilà, ici, dans le tunnel. Du coup, il faut laisser 2 petites diodes bleues pour avoir une bonne distance de sécurité avec le véhicule de devant. Donc vous avez ces 2 indices qui peuvent vous aider à garder la distance de sécurité. Donc ici, ma distance de sécurité, donc elle est suffisante. J'ai 2 chevrons, donc c'est bon. Et je n'ai donc pas besoin de ralentir. Je maintiens mon allure. Donc les bonnes réponses sont la A et la D. Ensuite, deuxième question. Pour stationner sur l'emplacement à droite, je dois payer mon stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Hop. Alors, l'emplacement qui est à droite, donc celui-ci, on peut voir le marquage au sol bleu. Donc quand un marquage au sol est de couleur bleue, ça veut dire que l'on doit stationner avec un disque de stationnement et donc que mon stationnement n'est pas payant. Par contre, il est limité, c'est-à-dire que dès que vous arrivez, dès que le conducteur arrive, il doit régler son disque de stationnement sur l'heure à laquelle il arrive. En général, ça dépend des communes, le stationnement est d'une durée de 1 heure. Donc, en l'occurrence, il règle son disque à l'heure d'arrivée et 1 heure après, il doit quitter son stationnement, sinon il risque une amende. Donc, mon stationnement n'est pas payant. C'est la réponse B. Ensuite, troisième question. Je viens d'obtenir le permis B. Je peux conduire un véhicule conçu pour 9 personnes maximum. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, donc je viens d'obtenir mon permis B, donc je peux conduire des véhicules dits légers, des voitures. Et bien entendu, le permis, une fois qu'on l'obtient, on doit respecter le nombre de passagers que notre voiture peut prendre. Donc ici, avec un permis B, on peut transporter 9 personnes maximum, conducteur compris. Donc finalement, c'est 8 personnes plus le conducteur. Et donc ce qu'on appelle véhicule léger, c'est tous les véhicules qui ont un poids total, un PTAC, on appelle ça un poids total autorisé en charge, de 3,5 tonnes. Donc inférieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 9 passagers. Pardon. Donc avec le permis B, on peut transporter 9 personnes avec le conducteur. Donc la réponse est oui. La réponse A. Ensuite, quatrième question. En cas d'accident, l'assureur peut refuser des garanties. Si je ne portais pas mes lunettes de vue, donc oui, réponse A, non, réponse B. Si j'avais bu de l'alcool, oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, en cas d'accident, si je ne portais pas mes lunettes de vue, mon assureur peut effectivement me refuser des garanties. Des garanties, on appelle ça des garanties complémentaires souvent. On a une garantie obligatoire, c'est la garantie responsabilité civile, donc en cas de choc avec une autre personne par exemple. Mais voilà, si vous ne portez pas vos lunettes de vue alors que c'est précisé sur votre permis de conduire, port obligatoire des lunettes de vue, votre assurance peut refuser certaines garanties, comme par exemple l'assurance collision. Donc ici, c'est oui pour les lunettes de vue. Et si j'avais bu de l'alcool, donc là, on va dire que ça dépend du taux d'alcoolémie. Si vous êtes dans le cadre d'un délit, oui aussi, votre assureur peut refuser les garanties. Donc là, c'est également oui. Donc les bonnes réponses sont la A et la C. 5e question. Je roule à 70 km/h au lieu de 50 km/h. Je risque une amende de 135 €. Donc ça, c'est la réponse A. L'immobilisation du véhicule, réponse B. Un retrait de 2 points, réponse C. Et enfin, un retrait de 4 points, réponse D. Alors, si je roule à 70 km/h au lieu de 50, c'est-à-dire que j'ai une vitesse qui est donc plus élevée, j'ai un excès de vitesse de 20 km/h, je risque une amende de 135 €. Ici, je paye le prix fort. Pourquoi? Parce qu'on a une vitesse limitée à 50 km/h. Si cette vitesse est limitée à 50 km/h, c'est que forcément il y a une raison, c'est forcément un passage dangereux. Et donc du coup, si vous ne respectez pas cette vitesse, vous allez payer une amende plus élevée que si vous étiez sur une route à 90 km/h et que vous rouliez à 100 par exemple. Donc 135 €, pas d'immobilisation du véhicule et un retrait de 2 points. Alors ici, pour s'en souvenir, tout ce qui est au niveau des excès de vitesse, si vous faites un excès de vitesse compris entre 1 et 19 km/h, là vous perdez 1 point. Entre 20 et 29 km/h, vous perdez 2 points. Entre 30 et 39 km/h, et km/h, c'est 3 points, pardon, et ainsi de suite. Donc en fait, prenez toujours le premier chiffre des dizaines, et comme ça, ça peut vous aider à vous en souvenir. Donc une amende de 135 € et un retrait de 2 points si vous faites un excès de vitesse supérieur à 20 km/h dans une zone limitée à 50. Ensuite, question 6. En cas de perte du ticket de péage, je risque une amende. Vraie réponse A, faux réponse B. Donc si je perds mon ticket péage, donc le ticket péage que l'on prend avant d'entrer sur l'autoroute, je risque pas d'amende. Par contre, je risque de payer le prix fort, c'est-à-dire le plus haut prix, le plus haut tarif de l'autoroute. Voilà. Donc ici, pas d'amende. Donc c'est la réponse B, c'est faux. Question numéro 7. L'ESP permet d'éviter toutes les sorties de route dans un virage. Oui, vraie réponse A ou faux réponse B. Donc l'ESP, le programme électronique de stabilité, permet en cas de chaussée glissante ou en cas de glissade sur la chaussée de stabiliser votre voiture. Par contre, ici, voilà, le mot « toute », on va dire, qui est dérangeant parce que l'ESP ne limite pas certaines sorties en fait. C'est pas toutes les sorties de route qui vont être évitées si vous avez l'ESP. Donc c'est pas pour autant qu'il faut rouler plus vite dans les virages, etc. Donc toutes les sorties de route, c'est faux. Il va en éviter certaines, mais certainement pas toutes. Donc la bonne réponse, c'est la B. Ensuite, question 8. Pour faire modifier le certificat d'immatriculation en cas de changement de domicile, je dispose d'un délai maximum de, donc, réponse A, 2 mois, réponse B, 1 mois, réponse C, 15 jours ou réponse D, 1 semaine.
Donc pour faire modifier le certificat d'immatriculation en cas de déménagement, en cas de changement de domicile, vous avez un délai maximum de 1 mois. Donc c'est quand même assez court, il faut faire vraiment toutes les modifications en temps et en heure. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende. Donc ici, voilà, il faut le savoir, en cas de changement de domicile, c'est 1 mois pour faire modifier le certificat d'immatriculation. Donc la bonne réponse, c'est la B. Question 9. Je perds 6 points sur mon permis si j'ai une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang, donc pour la réponse A. Réponse B, je fais un excès de vitesse de 40 km/h. Réponse C, je commets un délit de fuite. Réponse D, je refuse la priorité à un piéton. Alors, je vais perdre 6 points sur mon permis de conduire si j'ai une alcoolémie de 0,50 g par litre de sang. Donc là, on ne précise pas, je pense qu'on est des conducteurs quand même confirmés. 0,50 g, voilà, c'est la limite. Au-delà, vous perdez 6 points. Un excès de vitesse de 40 km/h. Donc comme je vous le disais tout à l'heure avec ma petite aide, on va dire mémotechnique, tout ce qui est compris entre 40 et 49, là on va perdre 4 points. Donc du coup, la réponse B ne fait pas partie de la bonne réponse. Je commets un délit de fuite. Donc oui, dans délit de fuite, on a quand même le mot délit, et donc tout ce qui est délit, c'est 6 points. Et je refuse la priorité à un piéton, donc tout ce qui est refus de priorité, là on perd 4 points. Hein. Donc la réponse D n'est pas non plus une bonne réponse. Les bonnes réponses sont la A et la C. Ensuite, question 10. Je suis dans une voie réservée aux motos. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, donc, je suis dans une voie télépéage. Donc ce symbole que vous avez ici, le panneau avec un liseré rouge, indiquant une moto à l'intérieur, signale une interdiction. Ça veut dire que cette voie est interdite aux motos. Et donc du coup, elle n'est pas réservée. Donc je suis dans une voie réservée aux motos, c'est non. C'est la réponse B. Elle est interdite aux motos, cette voie. Question 11. Ces équipements sont des radars tronçons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des caméras de surveillance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les équipements entourés ici, souvent quand vous avez voilà, 2 caméras comme ça, c'est souvent des radars tronçons. Donc les radars tronçons, ils prennent sur une distance donnée, d'un point A à un point B, la vitesse des conducteurs. Si vous mettez, je ne sais pas moi, 5 minutes pour aller du point A au point B, vous êtes bon. Si vous mettez 3 minutes, c'est que forcément vous avez dépassé la vitesse autorisée. Donc du coup, dès que vous voyez ce type de caméras implantées, souvent 2 à la suite, ce sont des radars tronçons et donc pas de caméras de surveillance. Donc les bonnes réponses sont la A et la D. Question 12. À cette intersection, je tourne à droite, je contrôle. Donc réponse A, à gauche uniquement. Réponse B, à droite uniquement. Réponse C, à gauche et à droite. Alors, à cette intersection, je tourne donc à droite. Dès que vous tournez, dès que vous êtes à hauteur d'une intersection, il est quand même préférable de contrôler aussi bien à gauche qu'à droite. Pourquoi? Bon, déjà ici, vous avez une bande cyclable tout au long. Les cyclistes n'ont pas forcément le permis de conduire, du coup ils peuvent circuler sur une bande cyclable en contresens de circulation sans le savoir. Donc du coup il est quand même nécessaire de contrôler aussi à gauche si on tourne à droite. Et ainsi de suite, hein, à droite si on tourne à droite aussi. Hein.
Donc du coup, on contrôle des deux côtés, comme ça au moins on est beaucoup plus sûr. Donc la bonne réponse, c'est la C. À gauche et à droite. Question 13. Je risque une amende si je ne possède pas à bord de mon véhicule. Réponse A, un gilet de haute visibilité. Réponse B, une roue de secours. Réponse C, un triangle de présignalisation. Réponse D, un éthylotest aux normes. Alors ici, je risque une amende si je ne possède pas à bord de mon véhicule un gilet de haute visibilité. Oui, c'est obligatoire, il faut en avoir un à bord du véhicule, ça fait partie des obligations que le conducteur doit respecter. Une roue de secours, bah là non, pas forcément, on n'est pas obligé d'en avoir une, sur certaines voitures ce sont des options. Un triangle de présignalisation, oui, il faut en avoir un, tout comme le gilet, c'est obligatoire. Et enfin, un éthylotest aux normes, c'est obligatoire, mais si on n'en a pas, on ne risque pas d'amende. Mais par contre, c'est obligatoire, il y aura simplement un rappel à l'ordre. Donc ici, les bonnes réponses sont la A et la C. Et donc si vous n'avez pas le gilet et le triangle, vous risquez une amende de 135 €. Donc c'est une amende assez élevée quand même. Donc bonne réponse A et C. Question 14. L'alcoolémie atteint son maximum plus vite lorsque l'alcool est absorbé. Réponse A, à jeun, ou réponse B, au cours d'un repas. Alors, pour ce qui est de l'alcoolémie, lorsque l'on est à jeun, le taux d'alcoolémie, enfin l'alcool, monte beaucoup plus vite, pénètre beaucoup plus vite dans le sang qu'au cours d'un repas. Donc du coup, le maximum, l'alcoolémie atteint son maximum lorsque l'on est à jeun. Au cours d'un repas, bon, sachant qu'on a la nourriture, le maximum va être retardé, on va dire. Mais en tout cas, il est plus vite absorbé à jeun. Donc la bonne réponse, c'est la A. Question 15. Je viens d'acheter une voiture d'occasion récente. Je fais modifier le certificat d'immatriculation. Oui, réponse A, non, réponse B. L'immatriculation elle-même, oui, réponse C, ou non, réponse D. Alors, si je viens d'acheter une voiture d'occasion, je dois obligatoirement faire modifier le certificat d'immatriculation. Donc il faut faire modifier donc, le nom du propriétaire du véhicule, donc votre nom, et également la nouvelle adresse. Donc du coup, le certificat d'immatriculation, oui, on le fait modifier. Par contre, l'immatriculation, là non, on n'y touche pas. Hein. La voiture reste immatriculée pareil. C'est juste le propriétaire et l'adresse qui vont changer. Donc les bonnes réponses sont la A et la D. Question 16. Les conducteurs novices doivent respecter des règles particulières concernant réponse A, les limitations de vitesse, réponse B, le nombre de conducteurs, réponse C, l'alcoolémie, réponse D, la puissance du véhicule. Alors, les conducteurs novices, les jeunes conducteurs doivent respecter des règles particulières lorsqu'ils viennent d'avoir leur permis. Ces règles particulières, normalement, vous les connaissez. Si vous êtes inscrit en auto-école, ça va être les limitations de vitesse. Donc, sur une route limitée à 130 km/h, nous allons rouler à 110 km/h. Sur une route limitée à 90 à 110, les jeunes conducteurs vont rouler à 100 km/h. Et sur une route limitée à 90, ces derniers vont rouler à 80 km/h. Donc limitation de vitesse, oui, il faut respecter des règles particulières. Le nombre de passagers, non, c'est toujours 9. Hein. L'alcoolémie, oui, hein, ils ont un taux, je vous le rappelle, limite de 0,20 g par litre de sang. Et la puissance du véhicule, là non, il n'y a pas non plus de règles à respecter. Donc les bonnes réponses sont la A et la C. Ensuite, question 17. Je viens d'obtenir mon permis avec l'AAC. Il est doté d'un capital initial de, donc réponse A, 6 points, réponse B, 12 points.
Au bout d'un an sans infraction, ce capital sera de réponse C 9 points ou réponse D 8 points. Alors, je viens d'obtenir donc mon permis avec l'AAC. Donc l'AAC, c'est donc l'apprentissage anticipé de la conduite, plus communément appelé conduite accompagnée. Donc avec ce permis, nous avons un capital initial de 6 points, ça ne change pas, c'est valable pour tout le monde. Par contre, au bout d'un an sans infraction, le capital passera donc de 6 points à 9 points. Vous allez récupérer 3 points par an, donc pendant 2 ans, pour aller jusqu'à 12. Tandis que vous, si vous ne faites pas le permis via l'AAC, là par contre, au bout d'un an, vous n'aurez que 8 points, c'est 2 points par an. Et donc 3 ans de permis probatoire. Donc les bonnes réponses sont la A et la C ici. Ensuite, question 18. Si je tracte une remorque, je peux tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, si je tracte une remorque, est-ce que je peux tourner à droite à la prochaine intersection, pardon. Donc là, on voit qu'il y a un panneau qui interdit de tourner à droite. Et le panonceau indique pour tout ce qui est véhicule de plus de 3,5 tonnes, les véhicules transportant des marchandises. Donc là, nous, avec notre remorque, on peut bien évidemment tourner à droite à la prochaine intersection. C'est uniquement interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Donc la bonne réponse, c'est la A, oui. Ensuite, question 19. Si mon chargement à l'arrière du véhicule masque la visibilité sur la plaque d'immatriculation. Réponse A, je risque une amende. Réponse B, je dois ajouter une plaque d'immatriculation visible à l'arrière du chargement. Ou réponse D, je risque un retrait de points. Alors, si j'ai un chargement à l'arrière de mon véhicule, comme ici sur cette image, un vélo, il ne faut absolument pas qu'il masque la visibilité de ma plaque d'immatriculation, c'est-à-dire qu'il doit être monté assez haut ou alors éventuellement sur le toit. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument que le conducteur achète une plaque d'immatriculation homologuée, bien entendu, hein, il n'a pas le droit d'écrire sur un simple bout de carton le numéro de sa plaque. Donc une plaque homologuée qui va accrocher derrière le chargement pour qu'elle soit visible et surtout lisible par les forces de l'ordre ou autres. Si ce n'est pas le cas, vous risquez une amende. Une amende de 4e classe si je ne me trompe pas, donc de 135 € si on n'a pas une plaque d'immatriculation visible à l'arrière du véhicule. Donc une amende, on doit ajouter une plaque supplémentaire si ça masque la plaque. Et par contre, pas de retrait de points, juste une amende. Enfin, c'est quand même bien suffisant. Donc les bonnes réponses sont la A et la B. Et enfin, la question 20. Ne pas indiquer mon intention de tourner à gauche peut me faire perdre réponse A 2 points sur mon permis de conduire, 3 points pour la réponse B ou bien 4 points pour la réponse C. Alors, ne pas indiquer mon intention de tourner à gauche ou de tourner à droite ou de tourner tout simplement, c'est-à-dire ne pas mettre mon clignotant, c'est passible donc d'une amende et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Donc c'est quand même énorme, si vous oubliez de mettre votre clignotant, vous risquez 3 points en moins. Donc c'est pour ça que vos moniteurs vous bassinent avec ça, il faut absolument mettre les clignotants dès que vous changez de direction. Toujours indiquer votre attention à ceux de derrière et même à ceux de devant. Donc la bonne réponse, c'est la B. Voilà, donc c'est la fin du premier thème qui portait sur les notions diverses. Maintenant, si vous avez des questions, eh bien, écoutez, je vais faire une petite session pour pouvoir y répondre dès maintenant. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous écoute. Alors, peux-tu expliquer le fonctionnement du panneau avec les numéros pair et impair? Ah, alors, est-ce que je peux expliquer le fonctionnement du panneau avec les numéros pair et impair? Donc le panneau de stationnement, hein.
Oui, alors je vais le redessiner du coup. Hop. Donc vous avez ce panneau-là. Donc là, on est bien pour le stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. Donc là, vous avez 1 et 15. Et là, vous avez 16 et 31 sur ce type de panneau. Donc tout ce qui est, si vous stationnez entre le 1er et le 15 du mois, vous allez du coup stationner du côté des numéros impairs des habitations. Numéro impair, comment on le sait? Il faut tout simplement prendre le chiffre 1 que vous avez ici, c'est simplement pour vous aider. Le chiffre 1, donc c'est un chiffre impair, et du coup vous allez stationner du côté du numéro impair des habitations, tout simplement. Ensuite, si vous êtes, si par exemple nous sommes le 17 du mois, là, à ce moment-là, il faudra stationner du côté des numéros pairs des habitations, puisque le chiffre 16 est un chiffre pair. Donc pareil, c'est pour vous aider à vous en souvenir. Donc premier 15, on est du côté des numéros impairs des habitations, 16, 31, on doit se stationner du côté des numéros pairs des habitations. Et si vous arrivez au 15 du mois, que le lendemain vous devez stationner du côté des numéros pairs, du côté du numéro du 16, là vous allez devoir faire le changement entre 20h30 et 21h. Voilà, tout simplement. Quand doit-on faire les contrôles techniques de notre voiture? Quand doit-on faire les contrôles techniques de notre voiture? Alors, si c'est un véhicule neuf, vous devez le faire dans les 4 ans, au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, vous faites votre contrôle technique. S'il y a une contre-visite, vous devez la faire réparer dans un délai de 2 mois. Par contre, si vous achetez un véhicule d'occasion, là, c'est tous les 2 ans qu'il faut faire le contrôle technique. Voilà. Peux-tu rappeler les règles concernant l'utilisation des feux en agglomération et hors agglomération? Alors, est-ce que je peux réexpliquer l'utilisation des feux hors agglomération et en agglomération, hein, c'est bien ça? D'accord. Donc quand vous êtes en agglomération, donc la nuit, hein, bien entendu, on est bien la nuit, vos feux si l'agglomération est bien éclairée, vous allez mettre vos feux de position seulement, si elle est bien éclairée. Si par contre l'agglomération n'est pas bien éclairée, là vous allez mettre vos feux de croisement, et si elle n'est pas du tout éclairée, si c'est tout noir, là vous allez utiliser vos feux de route. Hors agglomération maintenant, pareil, s'il n'y a pas d'éclairage public, c'est feux de croisement obligatoire. Et si vous n'avez pas du tout d'éclairage, c'est feux de route. Si vous êtes sur une route qui est étroite et sinueuse, donc la nuit, vous allez mettre vos feux de route et vous pouvez ajouter en complément les feux de brouillard avant qui vous aideront à éclairer un peu mieux. Voilà, tout simplement aussi, il n'y a rien de compliqué, voilà, il faut juste bien connaître les règles. Et dernière question un peu générique, quelle astuce on peut demander pour obtenir son code rapidement? Quelle astuce on peut demander pour obtenir, pour obtenir son code rapidement? De la régularité, hein. C'est-à-dire que le code, si vous ne rabâchez pas, si vous ne faites pas les séances au moins 2 à 3 fois par semaine, vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment être régulier. N'hésitez pas à noter toutes vos erreurs à la limite quand vous êtes en auto-école par exemple ou même chez vous sur votre ordinateur. Notez toutes les erreurs que vous avez faites et vous devez absolument reprendre votre livre de code, les relire, les corriger pour éviter de les faire la prochaine fois. Tout simplement, mais c'est vraiment voilà, de la régularité, de la patience, un petit peu de patience aussi quand même. Voilà, ok, donc c'est bon pour les questions de cette première session. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent en cours de route, n'hésitez pas à les laisser et j'y répondrai par la suite. Maintenant, nous allons passer donc au deuxième thème de ce live qui porte sur le thème « Prendre et quitter son véhicule ». Allez, c'est parti. Donc, question 21. Ce passager ouvre sa portière sans nous avoir vus. En cas de choc, le responsable est, donc réponse A, le véhicule roulant, réponse B, le véhicule garé. Donc si vous avez un passager comme ça qui sort subitement de son véhicule, qui ouvre sa portière sans vous avoir vu et que vous avez un accrochage avec sa portière,
bien entendu, le véhicule qui est responsable, ce n'est pas vous, c'est bien le véhicule garé. Tout véhicule garé et tout passager qui voudrait quitter la voiture doit absolument contrôler donc dans ses rétroviseurs et dans son angle mort avant d'ouvrir sa portière. Sinon, voilà, vous pouvez vous faire faucher par une voiture qui arrive sur la voie à côté de vous. Donc, en cas de choc, le responsable, c'est bien le véhicule garé. C'est la réponse B. Question 22. Je peux m'engager dans la circulation? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, donc, comme je vous le disais, que ce soit pour ouvrir une portière ou alors pour se réengager dans la circulation, il faut absolument contrôler votre rétroviseur extérieur ainsi que vos angles morts. Les angles morts seront utiles pour tout ce qui est cycliste et également pour les véhicules qui pourraient être cachés dans cet angle mort. Donc ici, en l'occurrence, on ne peut pas s'engager dans la circulation, hein. On a beaucoup trop de voitures qui circulent dans l'axe principal. Donc la bonne réponse, c'est la B. Question 23. La première chose à faire avant de quitter mon stationnement est avertir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Contrôler. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc la toute première chose à faire avant de quitter un stationnement, c'est avant tout de contrôler. Il faut absolument contrôler avant d'avertir, hein. Si vous avertissez sans contrôler, vous pouvez faire peur à un éventuel cycliste qui pourrait passer, ou à un piéton, ou même une voiture. Donc du coup, on contrôle avant, et ensuite on indique notre intention. Donc avertir, c'est non. On ne le fait pas en premier, on le fait en deuxième, et contrôler, c'est oui. Donc les bonnes réponses sont la B et la C. Question 24. Je peux quitter mon stationnement immédiatement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets mon clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, est-ce que je peux quitter mon stationnement immédiatement? La bonne réponse, c'est non, hein, parce que ici, nous avons un véhicule. Si vous regardez bien dans votre rétroviseur, vous avez un véhicule qui arrive, qui circule sur la voie sur laquelle vous voulez vous engager. Donc, on ne quitte pas le stationnement et on ne met pas non plus le clignotant tout de suite, pour les mêmes raisons que j'ai énoncées précédemment, au risque d'effrayer donc cette voiture ou même d'effrayer un cycliste qui arriverait en contresens sur sa bande cyclable. Du coup, on met le clignotant vraiment quand la voie est libre. Donc les bonnes réponses sont la B et la D. Question 25. Avant de quitter mon emplacement, je regarde uniquement mon rétroviseur intérieur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de quitter mon emplacement, tout emplacement d'ailleurs, je regarde uniquement dans mon rétroviseur intérieur. Donc la réponse est non ici, hein. Le rétroviseur intérieur ne vous permet pas de voir vraiment tous les angles de votre véhicule. Donc certes, on va le regarder, mais on va surtout regarder donc, dans cette situation notre rétroviseur extérieur droit, hein, très important, et également notre angle mort droit, hein. Donc le rétroviseur intérieur ne suffit pas, hein. Donc la bonne réponse ici, c'est non, B. Question 26. Cet usager est correctement installé. Il peut quitter son stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, donc l'usager qui est au volant n'est pas du tout bien installé. C'est-à-dire qu'il est beaucoup trop près de son volant, on voit que ses bras, il est limite comme ça, le volant est beaucoup trop près de lui, les jambes, elles touchent le volant, il pourrait tout juste appuyer sur l'embrayage, je pense. Donc là, il est beaucoup trop proche
du tableau de bord, du volant, et du coup, la conduite ne peut pas être efficace dans de telles positions. Donc du coup, il peut quitter son stationnement, c'est non, hein, il doit être correctement installé avant de partir. Donc la bonne réponse, c'est la B. Question 27. Je peux mettre immédiatement mon clignotant pour quitter mon stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on ne peut pas mettre notre clignotant immédiatement pour quitter notre stationnement puisque nous avons un véhicule qui arrive derrière nous sur la voie sur laquelle nous voulons nous engager. Donc là, non, on doit absolument contrôler avant. Donc c'est le cas ici, on contrôle ici, on va contrôler notre rétroviseur extérieur gauche. Et une fois que la voiture sera passée et que la voie est libre, entre guillemets, nous allons pouvoir indiquer et donc mettre notre clignotant. Je peux mettre donc mon clignotant immédiatement. Donc c'est non, la bonne réponse, c'est la B. Question 28. Lorsque je monte dans mon véhicule, je dois obligatoirement avoir avec moi. Réponse A, mon permis de conduire. Réponse B, ma carte vitale. Réponse C, mon certificat d'immatriculation. Ou réponse D, mon attestation d'assurance. Alors, lorsque je monte dans mon véhicule, alors tout conducteur, lorsqu'il monte dans son véhicule, doit obligatoirement avoir avec lui son permis de conduire, bien entendu, son certificat d'immatriculation, hein, pour justifier l'immatriculation de la voiture, et enfin le certificat d'assurance, l'attestation d'assurance. La carte vitale n'étant pas contrôlée en cas de contrôle par les forces de l'ordre, donc n'est pas forcément obligatoire lorsque l'on monte dans son véhicule, bien que ce soit bien de l'avoir avec soi quand même. Donc les bonnes réponses sont la A, la C et la D. Question 29. Je dois rapidement faire une course. Je peux m'arrêter immédiatement à cheval sur le trottoir. Donc oui, réponse A, non, réponse B. Complètement sur le trottoir. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si j'ai une course rapide à faire, mon arrêt sera finalement considéré comme un stationnement. Hein. Dès que le conducteur laisse son véhicule à l'arrêt et immobilisé, c'est un stationnement. Du coup, on ne peut pas s'arrêter à cheval sur le trottoir puisque de toute façon, nous avons une ligne continue qui est jaune. Donc cette ligne continue jaune interdit aussi bien l'arrêt que le stationnement. Donc à cheval sur le trottoir, ça ne va pas. Et complètement sur le trottoir, encore moins. Hein. Là, vous allez risquer de gêner les éventuels piétons, donc non. Hein. Donc ni à cheval, ni complètement sur le trottoir. Donc les bonnes réponses sont la B et la D. Question 30. Un bon réglage des rétroviseurs extérieurs me permet, réponse A, de voir mon visage, réponse B, de voir légèrement le côté de ma voiture, réponse C, de suivre l'évolution d'un véhicule qui me dépasse. Alors pour savoir si mes rétroviseurs latéraux sont bien réglés, je dois donc effectivement voir une partie de la carrosserie, donc dans cette partie-là du rétroviseur, voilà. Voir mon visage, bah non, hein, on ne doit pas voir son visage parce que finalement ces rétroviseurs ils nous servent à contrôler ce qu'il y a derrière. Si en les regardant on se voit nous-mêmes, ça ne sert à rien. Et donc très important, ils vont être utiles, ces rétroviseurs, pour suivre l'évolution d'un véhicule qui me dépasse. Donc les bonnes réponses sont la B et la C. Question 31. Avec une roue de secours, je peux rouler à 50 km/h pour la réponse A, 70 km/h réponse B, 80 km/h réponse C ou 110 km/h réponse D. Alors ici, en cas de crevaison, donc il faut bien entendu mettre la roue de secours si vous en avez une.
Et donc la vitesse limite, on va dire, à rouler avec cette roue de secours va être de 80 km/h. Donc ça c'est pareil, c'est à savoir, avec une roue de secours, on ne peut pas aller au-delà de 80 km/h. Donc la bonne réponse c'est la C. Question 32. Faire le tour du véhicule avant de partir est utile le jour? Oui, réponse A, non, réponse B. Est utile la nuit? Oui, réponse C, ou non, réponse D. Alors, faire le tour du véhicule, c'est utile aussi bien le jour que la nuit. Donc le jour pour voir si nos plaques, par exemple nos plaques d'immatriculation sont bien fixées, si on n'a pas de soucis au niveau de la carrosserie. Et la nuit, c'est utile de faire le tour de sa voiture et contrôler par ailleurs tout ce qui est feu, hein, les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, etc. Pour savoir si tout est bien en règle et si tout fonctionne. Donc c'est aussi bien utile de jour que de nuit. Donc les bonnes réponses sont la A et la C. Question 33. En quittant mon véhicule, je m'assure qu'il ne gêne pas la circulation des autres usagers pour la réponse A et d'avoir laissé des feux de position allumés pour la réponse B. Alors, en quittant mon véhicule, je dois avant toute chose m'assurer qu'il ne gêne pas la circulation des autres usagers. C'est-à-dire qu'il n'est pas stationné comme ici sur un trottoir parce que ça peut gêner les piétons, qu'il ne soit pas stationné sur une bande cyclable au risque de gêner les cyclistes, ou même tout simplement sur une voie de circulation pour éviter de gêner les conducteurs qui arriveraient derrière. Donc la réponse A, ça c'est sûr. D'avoir laissé les feux de position allumés, alors c'est pas le cas de jour par exemple, on n'est pas obligé de laisser nos feux allumés pour stationner. Par contre, c'est le cas la nuit dans une agglomération qui n'est pas éclairée et d'autant plus sur la chaussée. Donc la bonne réponse ici, c'est la A. Alors, mon rétroviseur intérieur est bien réglé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, mon rétroviseur intérieur, il n'est pas très bien réglé parce qu'on voit quand même beaucoup trop la chaussée juste devant les voitures. C'est-à-dire qu'on voit l'avant des voitures, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc du coup, là, il n'est pas suffisamment bien réglé, il faudrait juste le remonter un petit peu. Donc dans cette situation, mon rétroviseur intérieur n'est pas bien réglé. Donc la bonne réponse, c'est la B. Question 36. La sécurité enfant permet de bloquer l'ouverture. Donc réponse A, des portières arrière depuis l'extérieur. Réponse B, des portières avant depuis l'extérieur. Réponse C, des portières arrière depuis l'extérieur. Ou réponse D, des portières avant depuis l'intérieur. Alors la sécurité enfant permet de bloquer l'ouverture. Alors ici, des portières arrière depuis l'extérieur. Donc c'est non, on peut les ouvrir depuis l'extérieur. Heureusement d'ailleurs. Réponse B, des portières avant depuis l'extérieur. Donc non. Des portières arrière depuis l'intérieur. Là par contre oui, c'est ici où la sécurité enfant joue un rôle important. C'est-à-dire que les enfants qui sont forcément à l'arrière du véhicule, les enfants de moins de 10 ans, ne pourront pas ouvrir les portes lorsque le véhicule roule. Donc c'est très important de les mettre si vous avez des enfants petits, on va dire, des enfants qui ont moins de 10 ans. Et donc les portières avant depuis l'intérieur, ça non plus. Donc la bonne réponse ici, c'est uniquement la C. Question 37. Le véhicule blanc à droite est correctement stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, le véhicule blanc, donc celui-ci, est-ce qu'il est correctement stationné? Alors ici, ça va être non, parce qu'il a une roue qui empiète légèrement sur la bande cyclable. Donc veillez bien, lorsque vous vous stationnez, vos roues doivent être droites. Donc c'est pour ça que, par exemple, au permis, il faut toujours stationner les roues droites. Avec les roues tournées comme ceci vers la chaussée, ça peut être dangereux. Par contre, si vous stationnez dans une pente, dans une forte descente, là, il est quand même utile de stationner votre véhicule avec les roues braquées contre le trottoir. C'est-à-dire que si votre frein à main venait à lâcher, la voiture serait quand même stoppée par le trottoir. Donc ici, le véhicule blanc n'est pas correctement stationné, donc la bonne réponse, c'est la B. Ensuite, question 38. Il est conseillé de régler son GPS. Réponse A, pendant mon trajet quand je suis perdu. Réponse B, avant de prendre la route. Alors, le GPS, il est conseillé de le régler avant de prendre la route. C'est-à-dire qu'avant de vous mettre en circulation, vous devez absolument rentrer l'adresse que vous voulez rejoindre et suivre l'itinéraire, surtout avec le son, avec les paroles en fait, du GPS. Évitez de regarder l'image parce que du coup, pendant que vous regardez l'image, il n'y a plus personne qui regarde la route. Donc du coup, c'est là où ça peut être dangereux. Et donc du coup, on évite de le régler pendant le trajet quand on est perdu, ou alors on s'arrête. Ou alors il faut s'arrêter et là on peut le régler. Mais c'est quand même préférable de le régler avant de prendre la route. Donc la bonne réponse ici c'est la B. Question 39. J'installe un siège enfant pour des places arrière, de préférence du côté droit ou du côté gauche pour la réponse B. Pour les sièges enfants, il est préférable de les mettre du côté droit, du côté en fait derrière le siège passager. Parce que l'enfant, s'il est un peu hyperactif, s'il donne des coups de pied par exemple dans le siège du conducteur, ça peut le gêner, voilà, ça peut l'énerver, le gêner et donc perturber sa conduite. Donc de préférence, il faut l'installer du côté droit. Donc la bonne réponse ici, c'est la A. Et enfin, la dernière question, la 40, je viens de stationner. Pour activer un frein à main automatique, il suffit de couper le moteur ou je dois tirer le levier pour la réponse B. Alors, je viens de stationner, donc pour activer un frein à main automatique, il faut couper le moteur. Pour ce qui est automatique, c'est simplement on coupe le moteur et le frein à main vient s'activer. Tirer le levier, donc c'est pour tout ce qui est voiture à boîte manuelle. Là, effectivement, on doit tirer le levier. Véhicule automatique, normalement, on a même une position avec le pommeau de vitesse. Le positionnement, donc c'est sur la petite lettre qui est notée d'un P. Du coup, vous mettez le pommeau de vitesse sur ce P, sur cette position-là, et du coup, ça active le frein à main. Donc ici, la bonne réponse, c'est la A. Il suffit de couper le moteur. Voilà, donc c'est la fin de ce live, c'est la fin de ces deux thèmes. Donc, toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, il y a la question 31 qui a fait un peu débat. Je ne sais pas si on peut en revenir dessus. Question 31 du coup. Hop. C'était par rapport à la vitesse du pneu, avec un pneu de secours. Ouais. Si c'était la vitesse maximale, 80 km/h, ou si on pouvait rouler à une vitesse moindre. Ah, d'accord. Oui, alors si vous avez une roue de secours, alors attendez, je viens à la question. Hop. Donc si vous avez une roue de secours, c'est la vitesse maximum, les 80 km/h. On peut rouler à 50, à 70. Oui, d'accord, ok. Donc en fait, c'est que je n'ai pas entouré les bonnes réponses.
Autant pour moi. Donc avec une roue de secours, on peut rouler à 50, à 70 et à 80. Oui, effectivement. Voilà. Est-ce que également tu peux parler des comment savoir les distances de sécurité, distances d'arrêt, comment les repérer? Comment les repérer, comment les calculer? Comment calculer une distance d'arrêt ou une distance de sécurité? Donc pour ce qui est de la distance d'arrêt en premier, donc il suffit de prendre la dizaine de votre vitesse en fait, c'est-à-dire que si vous roulez par exemple à 50 km/h, vous allez prendre 5 et multiplier par lui-même. Donc 5 fois 5 égale 25. Si vous roulez, je ne sais pas moi, à 30 km/h, vous prenez le chiffre 3 et vous le multipliez par 3. Et là, ça va vous donner également votre distance d'arrêt. Maintenant, pour ce qui est de la distance de sécurité à l'essai, donc la distance que vous allez avoir pour la sécurité, il suffit de multiplier par 6 le chiffre des dizaines. Donc toujours prendre ce chiffre des dizaines et le multiplier par 6. Et ça vous donnera votre distance de sécurité. Voilà. Maintenant, si vous voulez connaître la distance de freinage, il suffit de faire distance d'arrêt moins distance de sécurité et là, vous allez trouver votre distance de freinage. Et quelle est la différence entre une annulation et une suspension de permis? Alors, quelle est la différence entre une annulation et une suspension de permis? Donc, une annulation de permis, c'est votre permis est annulé, vous devez tout repasser, vous n'avez plus de permis. Ça peut être suite à une infraction, à un délit, etc. Donc là, plus de permis, on repasse tout. Pour ce qui est de la suspension, là, c'est simplement que, comme son nom l'indique, que le permis est suspendu pendant un certain temps. Donc ça, c'est selon la décision du juge. Souvent, ça peut être par exemple pendant 6 mois, pendant 9 mois. Votre permis, il est suspendu, c'est-à-dire qu'à la fin des 9 mois, vous récupérez votre permis. Vous ne le perdez pas, il n'est pas totalement annulé, c'est juste que pendant une certaine durée, vous n'allez plus pouvoir conduire. Voilà la différence. Et donc, il y a aussi l'invalidation, j'y viens, c'est pas la question, mais il faut quand même le savoir, l'invalidation, là, c'est si vous n'avez plus de points. Votre solde de points est nul, il est revenu à 0, plus de points. Et là, c'est pareil, c'est comme une annulation, il faut tout repasser. Voilà. Ok, donc c'est la fin de ce live. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile. Maintenant, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les remettre en commentaire. Moi, je pourrai y répondre par la suite. Du coup, je vous dis à très bientôt donc, pour le prochain live chez DigiSchool.